Julien est professeur, il est philosophe, helléniste, sinologue, et il a ouvert des champs de travaux, des champs de réflexion, à la fois de pensée entre la Chine et l'Europe. Il a, plutôt qu'une comparaison, plutôt essayé d'avoir une réflexion, une ouverture, une déconstruction avec finalement un biais européen que l'on pourrait déconstruire pour nous permettre de nous reconsidérer à travers une extériorité et en plus particulièrement une extériorité chinoise. Différents terrains, différentes organisations, différents points de vue d'une philosophie, d'une stratégie ou d'une philosophie primaire, d'une philosophie éthique ou d'une philosophie esthétique. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il va nous parler de rouvrir les possibles, de penser le divers et les cultures. Il est ancien étudiant de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ancien étudiant des universités de Pékin, de Shanghai. Il a été en charge de la branche française de sinologie à Hong Kong. Il a été résident à la maison franco-japonaise à Tokyo. Il est titulaire d'un 3e cycle en doctorat ainsi qu'un doctorat en lettres. Et il a été président de l'Association des études chinoises. Il a été directeur de l'UFR Asie, East Asia lorsqu'il est toujours d'ailleurs à Paris 7. Il a été président du Collège international de philosophie et membre senior de l'Institut universitaire de France. François Julien, merci d'avoir libéré votre emploi du temps pour que nous puissions faire cette conférence inaugurale aujourd'hui, dans le 2e jour, mais l'important, c'est que nous ayons la chance de vous entendre. C'est un honneur, un plaisir de vous recevoir, et je vous laisse tout de suite la parole. M'entendez-vous? Parfaitement. Bien, vous voyez, la seconde fois est la bonne. Donc, bonjour à tous. Je vais donc faire une conférence inaugurale post-posée et vous demander un peu d'effort à tous, parce que la philosophie implique de décoller pour ensuite atterrir, et donc demande un effort d'abstraction. Et je vais vous proposer, pour aborder la question qui est celle de votre semaine, à savoir celle de l'imagination, de l'inventivité, de la créativité, 2 concepts successifs qui vont essayer de donner forme à cette possibilité ou capacité d'être créatif ou d'innover. Alors, je m'adresse à la personne qui traduit. Le premier des 2 concepts, c'est celui d'écart. Écart, alors écart, on traduit couramment en anglais par gap, mais écart, c'est le contraire de gap. Donc, il faudra d'abord l'entendre en français, même au sein de la langue anglaise, pour justement ouvrir un écart, justement essayer d'entendre ce que ce mot dit en français, à savoir quand on dit faire un écart de langue, un écart de conduite. Donc ouvrir une distance qui sépare, certes, mais qui ouvre des possibles, qui se dissocie de ce qui a déjà été fait, connu, conçu, pour justement s'aventurer vers quelque chose qui n'est pas encore abordé et que l'écart permettra comme ça d'approcher. Donc, premier concept que j'exposerai ce matin, celui d'écart, et dans la suite, celui de décoïncidence. Alors, tout ça, sans doute, vous paraît un peu obscur, disons, dans sa formulation abstraite, mais je vais essayer de le rendre concret, précis et utile. J'en fais des concepts. Alors, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est une notion qui sert d'outil. Ce n'est pas seulement une idée, une orientation, une notion, non. C'est une conception de l'esprit, mais qui sert d'outil, qui est utile. Et si je vous présente ces 2 concepts d'écart d'abord, de décoïncidence ensuite, pour approcher la question de l'imagination, de l'inventivité, de la créativité, c'est pour que vous en fassiez des outils, vous-même. Des outils comme un marteau, une tenaille est un outil, des outils pour essayer de concevoir de plus près, de façon efficace, ce que peut être cette capacité d'imagination et d'inventivité, de créativité, qui seront bien sûr au centre de votre travail et de votre vocation. Alors, qu'est-ce qu'un écart? Je vais penser l'écart par différence avec la différence, justement. En considérant comment la différence range, détermine, définit, et la façon dont l'écart, lui, dérange en ouvrant un écart, non pas détermine, mais justement fissure la détermination des choses et donc rouvre du possible.
Et je vais l'illustrer à partir d'une chose qui est la grande dimension du monde d'aujourd'hui et qui vous concerne tous, d'autant plus que certains sont à Singapour, d'autres à Paris ou d'autres ailleurs, qui est le divers des cultures. Vous savez qu'on considère traditionnellement le divers des cultures, qui est la grande dimension de notre monde d'aujourd'hui, à partir des notions de différence et d'identité. On parle d'identité culturelle. Et comment définit-on ces identités culturelles? Par des différences. C'est ce qui a été fait couramment, comme ça, en rangeant les cultures par différence pour définir leur identité. On l'a fait dans un très mauvais livre, d'ailleurs célèbre peut-être parce qu'il est mauvais simplement, qui est le fameux Clash of Civilizations, le choc des cultures de Huntington, il y a déjà des années, aux États-Unis, où Huntington rangeait les cultures les unes à côté des autres, la culture chinoise, la culture arabe, la culture européenne, et chaque fois voulait définir ces cultures par une identité. C'est donc la façon commune de parler du divers des cultures. Et moi-même, ayant travaillé entre pensée européenne et pensée chinoise, entre les deux, j'ai donc rencontré cette question de est-ce qu'il y a une identité de chaque culture qu'on puisse déterminer à partir de différences caractéristiques spécifiques? Mais je crois que non, et je partirai de là pour essayer d'aller plus loin, d'ouvrir davantage ce concept d'écart que je vous propose. Alors, écart est un terme qui n'est pas facile à traduire. En anglais, gap en dit plutôt l'inverse, parce que gap dit la séparation. Or, écart fait entendre en français, dans le verbe s'écarter, que effectivement on prend une distance, mais une distance qui inaugure, une distance qui ouvre, une distance qui, se dissociant de ce qui a déjà été conçu, pensé, vécu, eh bien, rouvre du possible. Et c'est par là que je m'approcherai du concept d'imagination ou de créativité qui vous occupe cette semaine. Donc le concept de différence, concept traditionnel pour rendre compte de la diversité des cultures, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il range. Il range. La différence détermine l'essence des choses. Et comme dit Aristote, on va de différence en différence jusqu'à l'ultime différence. Et l'ultime différence livre la chose dans sa définition. Donc la différence identifie. Et la différence par la même range. Et puis un autre aspect de la différence. C'est que la différence, si vous voulez définir A par différence avec B, eh bien, une fois que vous avez obtenu la différence de A par rapport à B, vous laissez tomber B et vous gardez A. A dans sa définition par différence avec B. Mais B ne vous intéresse plus. Autrement dit, vous laissez tomber l'autre. Et c'est le propre de la différence que de identifier, par là de ranger et de laisser tomber l'autre. C'est pourquoi, pour parler du divers des cultures, je n'en parlerai pas en termes de différence, mais d'écart. Alors, écart, il faut entendre ce mot en français. Écart, quand on dit, de façon verbale, faire un écart de langue, faire un écart de conduite, c'est-à-dire sortir du convenu, du connu, faire un écart. Et souvent, c'est vu de façon négative. Il a fait un écart. Donc, il est sorti du droit chemin, sorti des clous, si vous voulez. Différence et écart se distinguent dans la mesure où la différence établit une distinction, l'écart ouvre une distance. Faire un écart, c'est prendre ses distances avec. Et vous voyez, être imaginatif ou créatif, c'est forcément au départ faire un écart. C'est-à-dire se dissocier de ce qui a déjà été vécu, conçu, connu, pour, s'en dissociant, ouvrir quelque chose de possible. Et donc, si la différence range, l'écart dérange. Comme quand on dit écart de conduite, écart de langue. L'écart dérange. Et en dérangeant, il est exploratoire, il est aventureux, il a une fonction heuristique, de découverte. C'est en s'écartant qu'on découvre. Donc, première vertu de l'écart, par différence avec la différence, c'est que la différence range, détermine, classe, mais en catégorie. L'écart fait l'inverse, il dérange
il, non pas range le connu, mais dissocie de l'inconnu et donc une figure aventureuse, exploratoire, j'ai dit heuristique, c'est-à-dire qui trouve ce qui auparavant n'était pas conçu, n'était pas abordé. Et la seconde vertu de l'écart, c'est que j'ai dit que la différence laissait tomber l'autre, une fois que la différence était faite. L'écart maintient l'autre en regard. Si j'écarte ma chaise de la table, la chaise et la table sont séparées par une distance, puisque j'écarte la chaise de la table, mais restent tournées l'une vers l'autre. L'écart maintient l'autre en regard. J'ai donc dit, la différence, une fois qu'elle est obtenue, laisse tomber l'autre. Une fois que j'ai distingué A de B, je laisse tomber B pour garder A dans sa définition, par différence, alors que l'écart maintient l'autre en regard. Et maintenant l'autre en regard fait apparaître de l'entre, du between, de l'entre. Et c'est dans cet entre maintenu par l'écart, maintenant en regard, qu'on peut promouvoir du commun. Je vais y revenir simplement pour illustrer ce dans quoi moi j'ai travaillé pendant pas mal d'années, qui est ce divers des cultures, penser la pensée chinoise, la langue, la pensée chinoise, par rapport à la langue, la pensée européenne. Est-ce que j'en parlais en termes de différence? Parce que là, je range, je classe, c'est mort. Si j'en parle en termes d'écart, je montre comment la pensée chinoise, disons, ouvre un écart, ouvre d'autres possibles par rapport à la pensée européenne, et en même temps, je maintiens l'une et l'autre en regard. Et donc, je fais apparaître de l'entre, un entre réflexif entre pensée chinoise et pensée européenne. Et c'est dans cet entre réflexif que je peux travailler pour faire apparaître, produire du commun qui permette que pensée chinoise, langue pensée européenne, se mettent en vis-à-vis, se réfléchissent l'une dans l'autre, l'une par l'autre, puissent sonder chacune son impensé à travers l'autre, dans le miroir de l'autre, etc. Faire travailler ces pensées. Donc voilà qu'il me semble important de concevoir cette ressource de l'écart par différence avec la différence. Je comprends donc le divers des cultures en termes d'écart culturel. Et ce qui m'intéresse, et ce que vous êtes amené à faire vous, dans votre vie, en circulant, en voyageant, c'est d'explorer les écarts entre langues, entre cultures, jusqu'où ils peuvent aller. Comme on dit, jusqu'où va l'écart? Eh bien, jusqu'où va l'écart est exploratoire. Jusqu'où va l'écart déploie l'horizon, déploie l'horizon, montre jusqu'où peuvent aller les possibles. Donc, explorer les écarts, c'est se rendre en mesure d'ouvrir son imagination, pas seulement son imagination, sa réflexion et son invention aux extrêmes qu'on ne connaît pas. Et donc, est la figure même de ce qui est exploratoire et permet de découvrir. Donc, premier point que j'aimerais que vous méditiez, c'est celui de cette vertu de l'écart par différence avec les différences, qui est donc figure de dérangement, d'exploration, et qui en même temps maintient l'autre en regard, donc figure de dialogue. C'est pour ça que je parlerai du divers des cultures en termes d'écart et de ressources, non pas de différence et d'identité. Et si vous prenez le mot dialogue dans dialogue des cultures, comment le comprendre? Terme, c'est vrai, un peu douteux parce que ce n'est que depuis peu qu'on pense que les cultures dialoguent. Avant, c'est-à-dire la génération d'avant nous, on pensait qu'il y avait une culture prédominante, la culture occidentale, on appelle la culture, auquel les autres se soumettaient. Et puis vous savez qu'avec la perte de puissance de l'Occident et la montée en puissance d'autres cultures, d'autres langues, d'autres cultures, et d'abord celle d'Extrême-Asie par rapport à l'Europe, eh bien, on s'est mis à dialoguer. Mais c'est un terme souvent, un terme mou, que le dialogue des cultures. Et je voudrais lui redonner sa force, justement, sa force, en le pensant en termes d'écart et de commun. D'écart, ce que signifie dia en grec, dialogue, dia. Que signifie dia? Dia signifie deux choses en grec. D'une part, l'écart, et les Grecs savaient qu'un dialogue est d'autant plus riche
qu'il y a d'écart en jeu. Prenez les grands dialogues de Platon entre Socrate et Calliclès, il y a un écart énorme, immense entre eux, et le dialogue est donc intense. Le dialogue découvre des possibles si divers de la pensée. Dia signifie donc l'écart et en même temps le déroulement. Un dialogue, ce n'est pas d'un coup, ce n'est pas soudain. Un dialogue, ça prend du temps. Il faut donc cheminer dans le dialogue. Ça se fait progressivement. Donc voilà, vertu du dia, de l'écart et du déroulement. Et puis logos. Logos, le commun de l'intelligible. C'est-à-dire que l'intelligence humaine n'est pas finie, n'est pas achevée, n'est pas déterminée. L'intelligence humaine est en chantier. Et plus votre intelligence traverse d'écarts, plus elle traverse d'intelligibilités diverses, plus elle s'ouvre, plus elle découvre. Et c'est ce qui a en fait je dirais la chance de notre époque, au revers de la mondialisation en tant qu'uniformisation, standardisation, bref, ce grand rouleau compresseur qui écrase les différences. Et effectivement, les différences sont progressivement promises à disparaître. Il faut donc, sur cet effacement des différences, ouvrir la possibilité de l'écart. Les différences sont en train de disparaître. Les différences culturelles sont en train de disparaître. Et donc, il sera beaucoup plus difficile de définir des cultures par différence, puisque la mondialisation standardise, le marché mondial uniformise. Mais justement, sur cet effacement des différences par l'uniformisation, il faut retrouver cette ressource d'ouvrir des écarts inventifs, exploratoires, heuristiques, pour remettre la pensée en chantier. Et je crois que c'est la vocation de votre génération, la jeunesse aujourd'hui, de travailler à l'envers, non pas, je ne vais pas dénoncer la mondialisation, elle est à l'œuvre, mais travailler à l'envers de cette mondialisation qui uniformise, standardise selon les lois du marché, pouvoir ouvrir des écarts inventifs, exploratoires, qui permettent donc d'élargir l'intelligibilité des choses et en même temps, j'ai dit intelligibilité. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, opposer les cultures qui seraient dans une sorte de mysticisme, dans une sorte de, comme ça, d'ineffable culturel. Non. Ce qui est souvent l'envers de la mondialisation aujourd'hui sur le plan idéologique. Non, c'est l'idée que tout l'humain est intelligible dans cette diversité d'écarts. Et que donc, nous avons à ouvrir notre intelligence à cette diversité possible en explorant cette ressource de l'écart. J'espère que vous m'avez un peu suivi, mais vous pourrez après intervenir, nous pourrons dialoguer, c'est-à-dire activer l'écart entre nous. Et j'espère qu'on aura un peu de temps pour cheminer dans ce déroulement du dialogue. Et je voudrais introduire un second concept dans la suite de celui d'écart, et qui lui sera beaucoup plus facile à traduire en anglais, c'est celui de décoïncidence. En anglais, décoïncidence, parce qu'on a un mot latin, coïncidence, qui, disons, se retrouve dans les différentes langues européennes, en anglais, en allemand, en italien ou en français. Après donc avoir évoqué, pour essayer de construire un peu ce chemin vers la créativité, la capacité d'imaginaire dans son inventivité, après donc le concept d'écart, celui de décoïncidence qui en prend la relève et le prolonge. Que signifie coïncidence? Coïncidence, ça signifie que les deux choses se recoupent. Ça tape d'abord de la géométrie. Se recoupent complètement, se recouvrent entièrement, ça colle, c'est adapté, c'est adéquat. Coïncidence, ça coïncide. Mais justement, quand les choses coïncident, c'est mortel. Quand tout s'adapte parfaitement, se recouvre entièrement, que plus rien ne dépasse, comme on dit, que ça colle, eh bien justement, ça colle. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'écart, c'est mort. Donc, il y a quelque chose qui est pour nous une tentation, c'est que ça coïncide. C'est que ce soit adéquat, adapté, comme on dit, ça colle, ça marche. Mais justement, quand ça marche si bien, ça ne marche plus. Donc, il y a, si vous voulez, cet effort à faire pour comprendre que quand les choses enfin s'emboîtent, ça paraît harmonieux, ça paraît tout allait bien. Et bien justement, quelque chose déjà se stérilise, se sclérose, se dogmatise, bref, s'enlise. Et donc j'en invoque
par opposition, j'invoque la ressource de ce qui sera la décoïncidence. Défaire ce qui coïncide pour remettre en chantier, pour rouvrir du possible. Alors, je vais d'abord l'illustrer. Prenez un artiste. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est artiste? Bien justement, c'est qu'il sait décoïncider de l'art de son temps. Tout art, à toute époque, coïncide. Et lui-même, dans son œuvre, arrive à faire coïncider. C'est adapté, c'est adéquat. On dit, ah oui, ça c'est beau. Et il y a une sorte donc de coïncidence qui s'installe, où tout se recourt, se correspond, s'adapte, est adéquat. Ça paraît parfait. Oui, si ce n'est que c'est mortel, parce qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de travail, il n'y a plus ce qui fait œuvrer, travailler. Donc un artiste, je dirais, n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art de son temps. Bon, ça c'est banal, n'est-ce pas? C'est-à-dire autant qu'il ouvre d'écart par rapport à l'art de son temps. Tant qu'il reste dans la coïncidence esthétique des canons du beau, des formes, disons, reconnues de l'art, eh bien, son art, il est académique, il est classique, mais ce n'est pas de l'art. C'est du déjà vu. Même si c'est reconnu comme art, parce que justement, ça correspond, ça colle, c'est adéquat, ça coïncide avec les critères de l'art établis. Donc, un artiste n'est effectivement artiste, est artiste à l'œuvre, qu'autant qu'il ouvre d'écart, qu'autant qu'il décoïncide, sort de la coïncidence, défait la coïncidence culturelle, idéologique, académique de l'art de son temps. Et qu'autant qu'il décoïncide de ce qu'il a déjà fait. Parce qu'en tant qu'artiste, je suis arrivé à une œuvre qui me plaît, ça coïncide avec ce que j'attends, avec les goûts des gens qui voient ma peinture. Ça coïncide, ça colle. Mais justement, là, je ne suis plus à l'œuvre. Donc, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon œuvre, je ne suis encore artiste qu'autant que je m'écarte de ce que j'ai déjà fait, qu'autant que je décoïncide des coïncidences établies, et aussi établies par moi, dans le domaine de l'art. Philosopher, qu'est-ce que c'est que penser? Je dirais penser, c'est s'écarter du déjà pensé. Je ne suis philosophe qu'autant que je m'écarte de ce qui a déjà été pensé ou de ce que j'ai moi-même déjà pensé. Je ne suis philosophe qu'autant que je décoïncide, c'est-à-dire que je sors de la coïncidence de la pensée, où la pensée est adéquate, adaptée, installée et déjà sclérosée. Donc, il faut voir l'histoire de la philosophie comme une grande histoire des décoïncidences d'une philosophie à la suivante. Pas tant en termes de critique, de dispute philosophique, chacun dit c'est vrai ou c'est faux. Non, c'est qu'un philosophe n'est philosophe qu'autant qu'il ouvre d'écart par rapport aux philosophies précédentes ou par rapport à lui, pensant précédemment. Vous voyez, si je parle en termes de différence, je range. Par exemple, je pense le platonisme, l'aristotélisme, donc je pense l'aristotélisme par différence avec le platonisme. J'ai rangé et je peux faire des définitions de la pensée et de l'un et de l'autre. C'est mort. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas en quoi la pensée d'Aristote, qui vient après Platon, en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon. Là, je range. C'est mort. C'est l'histoire banale de la philosophie. Mais ce qui m'intéresse, c'est en quoi Aristote ouvre d'écart, s'écarte de la pensée de Platon, décoïncide de la pensée de Platon pour ouvrir un nouvel accès à la pensée. Donc je crois que cette notion de décoïncidence, faisant suite à celle d'écart, est importante aujourd'hui pour penser ce que vous avez pensé, notamment cette semaine, à savoir l'imagination, la créativité. On est imaginatif ou créatif, imaginatif, c'est-à-dire de façon effective, pour pouvoir produire quelque chose de nouveau, qu'autant qu'on sait ouvrir d'écart par rapport à ce qui a déjà été fait, conçu, connu, vécu.
qu'autant qu'on décoïncide des formes déjà adoptées, adéquates, assimilées de vie, de pensée, voire d'imagination, parce que l'imagination aussi, elle, est condamnée à coïncider et donc à ne plus être inventive. Il faut donc savoir ce qui nous menace aujourd'hui. Au fond, nous vivons à une époque de, comme on dit, de mondialisation, de standardisation, d'uniformisation des formes de vie, des modes de vie. Et vous avez pensé les modes de vie dans 30 ans, je crois que c'est 2050 qui est votre horizon de travail. Vous voyez bien que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est ces formes de coïncidence, n'est-ce pas, de plus en plus installées et installées par les médias, installées par les réseaux, installées par les connexions, qui font qu'il y a de grandes coïncidences idéologiques qui s'instaurent et qui nous empêchent d'innover. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'affaire de la Covid, comme on dit, eh bien, à quel point il y a eu de grandes coïncidences idéologiques en termes de safe, en termes de care, en termes de précaution, en termes de, bon, tout cela, on sait. Un terme très coïncident aujourd'hui en France, c'est la résilience. Tout le monde en parle. Le président de la République, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, on dit « Ah, résilience », comme une nouvelle forme du salut. Tout ça, ça coïncide. Et donc, le problème, c'est que ces thèmes qui deviennent des thèmes convenus, des thèmes qui paraissent adéquats, qui paraissent adaptés, qu'on ne cesse de ressasser, forment de grandes coïncidences idéologiques qui sont comme des obédiences qui nous empêchent de penser et qui nous empêchent de vivre. Il faut donc s'en dissocier, les défaire, s'écarter, comme j'ai dit, décoïncider. Je crois que c'est ce qui nous revient aujourd'hui pour remettre en chantier la pensée, pour rouvrir les possibles. Parce qu'il y a un grand changement qui s'est passé dans la pensée européenne et mondiale, je crois, aujourd'hui, que l'affaire de la Covid n'a fait que révéler davantage, mais elle n'est que symptôme, qui est que nous ne pouvons plus modéliser, nous ne pouvons plus projeter des plans, des modèles sur le futur. C'est ce qu'on a fait pendant si longtemps en Europe. Quand on pensait la politique, on pensait quelle était la cité idéale, puis on projetait cette cité idéale dans l'avenir, et puis on se demandait comment la réaliser. C'est ce qu'on fait depuis Platon, depuis les Grecs. On construit la cité idéale, dont on fait un modèle, et ce modèle, on le projette sur l'avenir, en se disant, voilà, il faudra arriver à ça. C'est la pensée même de la Révolution. Ce qui implique donc un rapport d'élaboration du modèle, où on fait le plan, où on trace la forme idéale, ça s'appelle la théorie, et puis après d'application, la pratique. Modélisation, application, théorie, pratique, c'est comme ça qu'on a pensé, eh bien disons, l'efficacité en Europe, et notamment l'efficacité politique. Théorie révolutionnaire, on modélise la cité idéale, et puis pratique, praxis, on la met, on essaie de la faire entrer dans le réel, quitte à forcer le réel par la volonté. Avec ce grand couplage des facultés classiques en Europe qui était l'entendement qui conçoit en vue du meilleur pour élaborer l'idéal, et puis ensuite la volonté qui va s'investir pour faire entrer ce modèle, cet idéal, dans la réalité, quitte à devoir forcer. Alors je crois que ceci est quasiment mort. C'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de pensée révolutionnaire dans le monde aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus projeter du modèle sur l'avenir. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles, je crois. La première, c'est que pour modéliser, il faut isoler. Or, le monde d'aujourd'hui, le monde devenant monde, le monde de la mondialisation, il n'y a plus rien d'isolable. Tout est connecté, tout est en relation, tout est interdépendant. Vous voyez l'affaire du Covid, un petit virus qui met tout en l'air, mais partout. L'économie, la société, l'art, la culture, tout. Et tout partout. Donc, on ne peut plus isoler un plan particulier sur lequel on pourrait commencer à modéliser, c'est-à-dire tracer une forme idéale. Ce n'est plus possible du fait de cette connexion généralisée, communication partout, avec tout, qui fait qu'il n'y a plus de l'isolable. Or, il faut commencer par isoler pour modéliser. Et puis la seconde raison du fait qu'on ne peut plus projeter sur l'avenir, comme on l'a fait pendant des siècles, voire des millénaires, en tout cas en Europe,
c'est qu'on ne croit plus à l'avenir. C'est que l'avenir, jusqu'à présent, était consistant. L'idée était banalement que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. L'idée du progrès. L'idée que les fameux lendemains qui chantent. Il n'y a plus de lendemain qui chantent. Parce qu'on ne sait plus ce que va devenir la planète. On ne sait plus, disons, on n'a plus on modélise aujourd'hui par toute l'abondance des données statistiques, moins en fait ces modélisations n'ont de prise sur ce qui va effectivement se passer. Il y a l'affaire du Covid, toutes les prévisions faites il y a 2 ans ne l'envisageaient pas. Donc on a modélisé, planifié et construit du meilleur projeté sur l'avenir, alors que quelque chose incidemment s'est fait jour, un petit virus qui s'est répandu et qui a tout fait basculer. Et de façon qui n'était aucunement prévue, en dépit de toutes les modélisations, planifications, d'autant plus certaines d'elles-mêmes qu'elles s'appuyaient sur des statistiques qui étaient précises et donc imposaient leur évidence, et cela donc a tout été renversé. Donc, si vous voulez, je crois que projeter du modèle sur l'avenir est devenu impossible. Parce que, projeter du modèle n'est plus possible vu l'échelle du monde d'aujourd'hui, celle de la mondialisation, où plus rien n'est isolable, où tout se trouve connecté, et la technique ne fait que connecter davantage, et parce que notre désir d'avenir est en suspens, parce que nous ne sommes plus sûrs, alors qu'on en était si sûrs auparavant, pendant des siècles, nous ne sommes plus sûrs de ce que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le présentisme. On se retire sur le présent parce qu'on n'a plus confiance dans l'avenir, dont on ne sait pas du tout ce qu'il sera, ou même dont on sait qu'il sera sans doute très différent de tout ce qu'on peut concevoir de lui aujourd'hui. Ce qui fait que votre épreuve de prévoir la vie, les modes de vie dans 30 ans est une épreuve très risquée. Alors, si on ne peut plus projeter sur l'avenir du modèle, de l'idéal, comme on l'a fait durant si longtemps, qu'on ne peut plus donc modéliser et projeter, qu'on ne peut plus donc faire de révolution au sens de modélisation puis application. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de révolution, il n'y a plus que des révoltes qui sont des réactions vives, qui ne sont plus justement la révolte, est une émeute qui n'a pas modélisé, qui n'a pas théorisé avant, disons, de s'engager. À la différence des grandes révolutions, pensez à la Révolution française au XVIIIe siècle, où il y avait une théorie faite par les philosophes du XVIIIe qui s'est ensuite mise en œuvre. Alors bien sûr, à travers tant de modifications, mais qui est, disons, ce grand rapport entre théorie et pratique. Donc, que peut-on faire? Si l'on ne peut plus modéliser l'avenir, parce que cette capacité de projeter des modèles nous échappe, et parce que de l'avenir, nous n'en avons plus le désir comme auparavant, je pense qu'on peut justement décoïncider. C'est là que je reviens à ce concept, c'est-à-dire défaire ce qui coince aujourd'hui, ce qui bloque par stérilité, parce que c'est adéquat, parce que c'est installé. Donc, défaire les obédiences idéologiques dans lesquelles nous sommes. Et le Covid, on a beaucoup sécrété. On a vécu toute une année 2020 dans des sortes de grandes obédiences idéologiques. On commence à l'appeler maintenant la dictature du sanitaire, qui nous a enfermés comme dans une bulle. Donc, défaire ces obédiences, ces grandes coïncidences idéologiques qui nous enlisent, qui nous enferment et qui nous enlisent. Vous voyez, une idée, dès lors qu'elle devient coïncidente, qu'elle se thématise, qu'elle se médiatise, elle devient de l'idéologie. Je comprends le rapport entre idée et idéologie, c'est que l'idée, toute idée. Prenez par exemple l'écologie. Tout le monde veut l'écologie. Tout le monde veut préserver la planète. Mais voyez comment le discours idéologique est devenu coïncident, c'est-à-dire s'enfermant dans une sorte d'adéquation qui ne cesse d'être ressassée et qui génère sa bonne conscience, qui génère son conformisme, et donc qui ne se réfléchit plus, et donc qui ne nous engage plus.
eh bien, la résilience, l'écologie, le safe, le care, tout ça deviennent des grandes obédiences idéologiques qui nous enferment et nous empêchent, eh bien, justement, de retrouver l'initiative ou de rouvrir des possibles. Donc, non plus projeter sur l'avenir du modèle, mais défaire ce qui coince par adéquation, par adaptation à la situation actuelle, qui s'impose à nous par son obédience, qui s'installe dans la pensée et qui donc ne donne plus à penser. Défaire cela, s'en écarter, décoïncider pour ouvrir du possible. Il me semble que par rapport à la situation que nous devons affronter historiquement à notre époque, si c'est plus par modélisation d'un idéal, c'est en décoïncidant de ce qui s'est figé d'adéquation, d'adaptation, donc de conformisme, que nous pouvons rouvrir du possible. Rouvrir du possible, c'est-à-dire retrouver de l'initiative, c'est-à-dire remettre en chantier, c'est-à-dire réactiver des ressources qui justement se découvrent par écart et qui permettent d'à nouveau innover. En tout cas, il me semble que là, je n'ai fait que commencer à parler. Vous savez, en philosophie, on commence à dire, on ne conclut jamais. Parce que si on conclut, c'est des conclusions, c'est donc des thèses qui sont des thèses sans intérêt. Ce qu'il faut, c'est se mettre à penser, se mettre justement à s'écarter du déjà pensé, à décoïncider des formes de pensée déjà installées pour commencer à cheminer à nouveau dans la pensée et pouvoir rouvrir la pensée à du possible, à de l'impensé. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre ce thème de l'imagination, de la créativité comme des termes mythiques, d'en faire justement des obédiences, c'est-à-dire des sortes de grands thèmes comme ça, salvateurs, comme si l'innovation, c'est un thème dont on nous rabat tellement les oreilles. Là encore, une grande coïncidence idéologique, l'innovation. Donc, ne pas prendre l'imagination, l'innovation, la créativité comme des sortes de grandes obédiences idéologiques, très conformistes en fait, où, disons, on croit s'entendre alors qu'en fait, on tourne en rond dans une sorte de pseudo-évidence de la pensée. Il faut donc essayer de... Vous voyez, on a beaucoup, à l'époque contemporaine, évoqué la vertu de la désobéissance. Alors que des millénaires avant, enfin, durant jusqu'à l'époque moderne, on a, et en Chine comme en Europe, célébré l'obéissance, parce que les sociétés estimaient qu'elle reposait sur l'obéissance. Et les religions aussi instauraient l'obéissance. Et c'est au milieu du XXe siècle, récemment, qu'on a commencé à prendre en compte la vertu de la désobéissance. Toujours ce dé du défaire, comme j'ai dit, décoïncider. La désobéissance, et ça, le grand moment de cela, ça a été notamment les procès de Nuremberg en 1945, où on a jugé des gens et condamné des gens, non pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'ils avaient obéi. C'est ça qui a été, disons, qui a été un grand retournement historique et qui fait de ce procès, bon, qui est un peu le procès des vainqueurs, un procès facile, mais néanmoins un procès important, parce qu'on mettait, ce qu'on mettait en procès, ce n'est pas tel ou derrière tel ou tel, c'était qu'ils aient obéi. Donc il y a quelque chose qu'on a appris à penser dans notre passé récent, qui est la vertu de la désobéissance. Je pense qu'il faudrait apprendre la vertu de la désobédience. Nous vivons dans des obédiences idéologiques, et plus en plus avec le régime de médiatisation que nous avons à supporter, de connexion généralisée, bon, tout cela, vous le savez encore mieux que moi qui ai un peu de problème parfois avec l'informatique et les ordinateurs. Non, ces obédiences qui s'organisent comme ça médiatiquement, informatiquement, qui s'imposent à nous, bien, apprendre à désobéir, si je peux dire. Voilà, inventer un terme un peu nouveau dans la langue, mais dont j'espère que vous commencez à le comprendre, c'est-à-dire défaire les obédiences politiques, sociales, esthétiques, économiques, toutes ces obédiences qui sont ces modes de pensée déjà installés, et si bien installés qu'ils paraissent adéquats, qu'ils sont effectivement adaptés, qu'il faut donc défaire, qu'il faut fissurer. Voilà le terme sur lequel je voudrais conclure, fissurer. Alors fissurer, c'est discret, c'est pas prétentieux, c'est pas construire un idéal et le projeter,
Ce n'est pas, disons, faire assaut de grande volonté, mais c'est efficace. Fissurer ce qui est installé, les obédiences convenues, les coïncidences imposées, fissurer. Et ces fissurations sont effectives. Et c'est ça qui me paraît important parce que c'est plus modélisé, plus appliqué, théorie pratique, mais dès lors que vous fissurez un tant soit peu un canon esthétique, un critère de jugement, une conception économique installée, une loi du marché, dès lors que vous fissurez cela, bien, vous êtes déjà en train de rouvrir du possible. Donc je vous appelle à penser l'avenir et ces modes de vie que vous avez à inventer sous ce thème, plutôt que le thème tonitruant, grandiloquent, qu'on connaît bien et qui forme obédience, sous ce mode de la fissuration de ce qui est installé, convenu, adéquat, adapté, rouvrir de l'écart, décoïncider des coïncidences installées pour ouvrir du possible, c'est-à-dire au fond retrouver une initiative, des initiatives diverses qui permettent d'effectivement inventer du nouveau. Merci de votre attention. Je crois que maintenant nous pouvons dialoguer. Merci beaucoup. Merci François. C'est vraiment beaucoup mieux quand on vous entend. Merci beaucoup. C'est absolument moi, je parfait. prends la vertu du silence, vous savez. Si vous avez passé toute la journée d'hier en silence à penser ce que je pouvais dire, peut-être que ça aurait été plus riche encore. C'est possible, on a fait déjà 20 minutes. Merci encore une fois, c'est vraiment très bien. On a beaucoup de questions. Dès lors, et je sais que ça va être un exercice compliqué, mais si l'on peut y répondre parfois vite. Une première question sur le début de votre conférence concernant l'écart. Avec l'arrêt des voyages, la découverte des cultures, dans notre contexte depuis la Covid, comme vous l'avez souligné depuis quelques mois, où donc pouvons-nous être confrontés à l'écart ? Et est-ce que c'est possible d'être confronté à l'écart dans son quotidien ? Ça peut être le livre, la littérature, la philosophie, ça peut être le cinéma, par exemple. Comment, dans le contexte que nous vivons depuis maintenant près d'1 an, l'écart peut-il être proche de nous ? Merci de cette question, qui est une bonne question, qui demanderait beaucoup de temps pour y commencer d'y répondre. Mais je pense que l'écart, il commence en soi. Il commence avec l'autre, le premier venu. L'écart, il n'est pas cherché au bout du monde. Il n'est pas cherché à l'horizon. L'écart, je dis en soi, je dis avec l'autre. L'autre, si on rencontre l'autre, quel qu'il soit, ouvre de l'écart par rapport à ce qu'on est soi-même. Donc, tout autre. La rencontre, c'est la rencontre d'écart. Donc, la rencontre, on peut la faire au coin de la rue. On peut la faire à tout bout de champ. La rencontre culturelle au plus loin du monde, impliquant donc le voyage, l'avion, etc., en est une modalité, je dirais, je ne sais même pas si elle est agrandie, en tout cas plus visible. Mais l'écart, il commence donc à la moindre rencontre de l'autre. L'écart commence en soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense qu'autant que je m'écarte du déjà pensé. Donc, vivre, c'est s'écarter de ce qu'on a déjà vécu. Sinon, vous êtes dans la répétition, dans la stérilité. C'est donc, dès lors que vous ouvrez un écart aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait hier, que vous vous en dissociez, que vous défaites la coïncidence qui s'est forgée hier dans votre vie, que vous pouvez à nouveau vivre, que vous pouvez effectivement vivre. Donc, vivre, c'est s'écarter de ce qu'on a déjà vécu, c'est décoïncider des coïncidences déjà installées dans sa vie. Donc, je crois qu'il faut ne pas être dupe, si vous voulez, des grands effets de distance, des grands effets de... Ne pas être dupe du plus visible. L'écart commence dans la proximité et je dirais dans l'invisible. Et encore une fois, vivre, c'est décoïncider de soi-même. C'est comme ça que vous rencontrez l'autre, c'est comme ça que vous êtes effectivement vivant. Donc, écart, décoïncidence sont des concepts d'extrême proximité et donc d'extrême quotidienneté. Merci beaucoup. Une autre question, c'est une question qui a suscité beaucoup d'adhésion. La différence entre décoïncidence et déconstruction
Et on pourrait même ajouter différence entre déconstruction et décoïncidence, mais aussi différence déridienne. Ah, très bien. Alors là, je remercie les philosophes qui ont osé cette question. Je n'aurais pas osé l'aborder. Oui, effectivement, ce dé du défaire est à l'œuvre depuis un certain temps dans la philosophie française. Déconstruction, le terme est déridien, différence avec un A, encore plus proprement de sa marque. Avec le terme de décoïncidence, en faisant un concept, je m'en écarte. Je m'en écarte pourquoi? D'abord, vous le voyez, que signifie différence avec un A et non plus un E? Deux sens, croisement de deux sens, le sens qui vient de la linguistique, qui était important au début du XXe siècle, qui est qu'au fond, la langue ne tient compte que des différences. Quand vous m'écoutez parler, c'est la différence des phonèmes prononcés que vous percevez. Vous n'entendez pas tout ce que je dis, mais vous percevez les différences qui sont significatives. Donc la grande idée de Saussure, c'est que la langue se constitue par des différences. Et puis l'autre sens, chez Derrida, c'est de le verbe différer. C'est qu'au fond, le présent ne coïncide jamais complètement avec le présent. Le présent, et on le voit déjà quand on parle, c'est que quand on parle, on est toujours dans un système de renvoi. Donc la présence n'est pas isolable, immobilisable, comme on le croyait si longtemps, disons confinable, pour prendre un mot du jour. Non, en fond, ce que signifie la différence avec un A, c'est que nous sommes dans un report continu, dans un renvoi qui n'en finit pas. Donc il n'y a jamais d'adéquation complète du présent, et c'est la grande défiance de Derrida à l'égard de la métaphysique, parce que pour la métaphysique grecque, être, c'était être présent, einai par einai. Alors, pourquoi j'ai besoin du concept de décoïncidence, et je ne me contente pas en quelque sorte de celui de différence, c'est que le concept de différence derridien n'est pas politique, c'est un concept philosophique, un concept machine de guerre contre la métaphysique. Mais il n'a pas, si vous voulez, d'usage éthique, politique, social, esthétique, comme je souhaite le développer. C'est-à-dire que dans décoïncidence, il s'agit de montrer comment, enfin, il s'agit plutôt de faire apparaître comment défaire une coïncidence, c'est-à-dire une forme déjà installée. Vous vous intéressez au mode de vie dans 30 ans, eh bien, il y a des modes de vie qui sont coïncidents aujourd'hui, c'est-à-dire déjà installés, dont la forme qui marche bien, dont la forme est installée, reconnue comme telle, bref, fait autorité. Et c'est défaire cela qui permet de remettre en chantier. J'ai dit tout à l'heure, pour moi, décoïncidence, c'est un terme éthique. On ne peut rencontrer quelqu'un, l'autre, qu'autant qu'on décoïncide de soi. Vivre, c'est déjà décoïncider des formes, des modes de vie qu'on a déjà adoptés, adaptés, installés. Décoïncidence, c'est un terme politique. Politique, j'appelle à ce que la population sache justement décoïncider des grandes obédiences installées dans la vie politique. Donc, vous voyez, ça, j'ai écrit récemment un petit texte sous le titre Politique de la décoïncidence. C'est parce que, vous voyez, par rapport à la situation de la France aujourd'hui, on dit, bon, déclin de la France. Pour moi, ce n'est pas un déclin. C'est une rétraction des possibles. Les possibles sont en rétraction. Et il faut donc fissurer nos coïncidences idéologiques installées, nos obédiences idéologiques par rapport au travail, par rapport à tant de, si j'avais le temps, j'en évoquerais quelques-unes, de façon, en fissurant cela, à rouvrir des possibles, pour que ces possibles qui sont en rétraction en France, au contraire, se rouvrent et, disons, on soit de nouveau sur un mode exploratoire, inventif, aventureux, et non pas, disons, de sclérose. Merci. Une autre question, est-ce que l'obédience ou coïncidence n'est pas le lion d'une société? Comment penser la cohésion quand il y a trop d'écart? Belle question aussi. Oui, mais il faut justement... c'est une question qui est juste parce qu'elle nous donne à penser qu'est-ce qui fait société ou qu'est-ce qui fait du commun. Je vous ai dit tout à l'heure,
Si je tiens la notion d'écart, c'est que l'écart ouvre une distance, se dissocie. Dissocier, vous voyez, je m'écarte de la société, dissocié. Je ne suis plus dans le socius, de la sociabilité. Donc l'écart dissocie, c'est vrai. Ouvrir un écart, c'est se dissocier. Mais en même temps, je dis l'écart maintient l'autre en regard. J'écarte ma chaise de la table, je dissocie l'un de l'autre, mais je fais apparaître de l'antre, et un antre en tension. Quand vous mettez, vous avez deux tableaux à mettre sur le mur. Vous mettez un tableau, vous cherchez à mettre un autre en l'écartant du premier. Et entre les deux, qu'est-ce que vous cherchez? C'est qu'il y ait une tension entre les deux. Donc l'antre ouvert par écart, il est tensionnel. Et c'est dans cet antre ouvert par écart, donc en tension, en travail, qu'on peut promouvoir du commun. C'est là que je trouve la société, mais pas sur le mode mort, stérile, de l'association agrégative, mais sur un mode justement promu de commun. Parce qu'il y a deux façons de penser le commun. Il y a le commun pensé sur le mode du semblable. Comme on dit, aimer son semblable. Le commun, donc, qui est le commun du collectif. Pour moi, c'est un commun pauvre. Et donc l'écart, la décoïncidence, se sépare de ce commun pauvre du collectif. Et j'ai dit tout à l'heure, une idée, quand elle est coïncidente, devient idéologie. Et je redoute ce devenir idéologique de l'idée qui est que l'idée devient collective, grégaire, c'est-à-dire assimilée par tous, et donc irréfléchie. Donc il y a un commun pauvre, c'est le commun d'assimilation, le commun par la ressemblance, commun pauvre. Et je plaide pour un commun promu, un commun riche, un commun intensif. Et je pense qu'il n'y a de commun intensif que ouvert, déployé dans l'antre de l'écart. C'est l'antre du dialogue. Encore une fois, un dialogue, si vous dites tous la même chose, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue, c'est une tautologie. On ne dit rien. Un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écart en jeu. Mais justement, cet écart en tension, eh bien, il ouvre de l'antre. Et c'est dans cet antre ouvert par écart que peut se promouvoir un commun en dépassement des positions de l'un et de l'autre, et qui soit un commun donc ouvert, un commun si vous voulez, exploratoire. C'est ça le commun politique, à mon sens, qu'il faut rechercher. Donc la société, elle a deux modes. Il y a un mode, si vous voulez, elle a un mode grégaire, pauvre, reposant sur la ressemblance, la similitude, et donc la perte d'écart. Et puis la société, justement, elle se réveille, elle se renoue, elle se réactive parce que justement s'ouvrent des écarts qui font apparaître, qui mettent en tension, et ces tensions, au travers de ces tensions, peut se promouvoir un commun effectif, un commun promu, et non pas un commun rabattu. Lorsque la désobéissance devient une pression de l'entourage, ou l'entourage au sens très large du terme, ça peut être un mode de pensée, en quoi la désobéissance reflète-t-elle réellement la liberté de penser et d'agir? Très bien. Ne nous forçons-nous pas finalement à désobéir? Très bien. Oui, vous savez, c'est comme Lacan disait, jouis, c'est le mot du surmoi, c'est pas? Qui est moi qui domine le moi et qui le commande. Oui, la question est très pertinente. La désobéissance peut devenir une obédience. La désobéissance peut devenir un conformisme. C'est peut-être ce que ça devient aujourd'hui d'ailleurs. Il y a beaucoup aujourd'hui de mots d'ordre comme si désobéir était la vertu suprême. Et si on pense que désobéir, c'est la vertu suprême, on est retombé dans l'obédience. On a perdu toute vertu de désobéissance. On a fait de la désobéissance une obéissance, donc une forme nouvelle d'obéissance. Il faut donc que tout ça est à inquiéter. Il n'y a pas de forme arrêtée, de forme définitive de la pensée. Il ne faut cesser de s'écarter, de décoïncider, et donc certainement de décoïncider de la désobéissance devenue obédience, devenu grand thème ressassé médiatiquement, vous êtes désobéissant, donc vous êtes vertueux, vous êtes inventif. Non, bien sûr. Donc, si vous voulez, la décoïncidence, la vertu de l'écart, elles ne sont jamais acquises. Elles ne sont jamais, si vous voulez, arrêtées. Et il faut, la vertu de l'écart ou la décoïncidence, c'est de ne cesser d'inquiéter ces formes d'obédience qui s'installent, y compris
sous le visage ou le masque de la désobéissance, de l'anticonformisme. Prenez aujourd'hui, parce que tout le monde dit il faut casser la pensée unique, il faut sortir des clous, il faut, disons, être inventif, il faut... Ça, c'est une grande obédience, c'est un grand conformisme. Quand on dit qu'il faut, disons, sortir de la pensée unique et des moules de la pensée, mais le dire même, et les médias le font beaucoup, c'est restaurer des moules de la pensée. Le thème, si vous voulez, soi-disant anarchique de penser par vous-même, peut être devenant obédience, là encore, un slogan de conformisme. Donc je crois que justement, la décoïncidence n'est jamais acquise, qu'elle est à l'œuvre et qu'elle doit toujours avoir le soupçon d'elle-même dans ses effets de coïncidence qui sécrètent à nouveau de l'obédience et du conformisme, la bonne conscience. Merci. Une toute dernière question, parce que le temps tourne et nous avons certaines contraintes. La matérialisation concrète de l'écart dans nos rencontres culturelles, en tant que bloc culturel, en reprenant les distinctions d'Huntington, et un monde sans différence, mais avec des écarts, est-il possible, eu égard à l'histoire de l'humanité, et donc aux volontés nationales, aux guerres, etc. Donc pour conclure cette notion de matérialisation concrète de l'écart. Oui, alors je crois que si vous voulez que je l'ai dit rapidement, tout ça a été beaucoup trop rapide de ma part, veuillez m'excuser parce que c'est hâtif, il faudrait prendre le temps de la réflexion. Mais disons, je pense que nous vivons une époque d'effacement ou d'écrasement des différences. Prenez la différence entre cultures, bon, vous trouvez les mêmes hôtels, les mêmes modes de vie maintenant à Pékin, à Paris et ailleurs. Prenez il y a une langue commune qui est le globish, plutôt collective. C'est une sorte de faux anglais, sous-anglais, bon, etc. Comme dite langue de la communication. Donc, je crois que prenez la différence entre les sexes. S'il y avait une différence inscrite dans l'humanité, c'est la différence sexuelle. Homme-femme. Or, cette différence-là, elle aussi aujourd'hui, elle est écrasée. Je veux dire, il y a non seulement le transgenre, mais il y a que c'est les bébés qu'on habille les petits garçons qu'on habille en rose et les petites filles en bleu. Donc, les différences sont, c'est clair, par le fait de la mondialisation et de la technicisation en voie de disparition. Et il faut donc, je crois, justement, raviver l'écart face à l'effacement, l'écrasement des différences, raviver la vertu de l'écart qui se dissocie, qui fissure, qui rouvre une distance, mais qui maintient l'autre regard et qui met en tension et qui donc a une vertu exploratoire. Et il n'y aura de véritable société, à mon sens, à venir que si elle, disons, active ses vertus d'écart pour s'opposer à une sorte de pensée grégaire, de collectivisme, disons, imposé, de dictature des modes de pensée et des modes de vie qui nous menacent. Et que les médias, la médiatisation générale, et la loi du marché tend à imposer. Merci beaucoup, François Julien, d'avoir été avec nous hier et aujourd'hui. C'était absolument, comment dire, enrichissant, stimulant, nourrissant de vous avoir avec nous pour cette leçon inaugurale. Merci infiniment. Nous espérons que vous souhaitons tous une bonne année. Nous souhaitons que vous ayez souhaité une très bonne année, pleine de décoïncidences, tous les uns et les autres. Merci infiniment et nous espérons à bientôt physiquement, pourquoi pas, dans les prochains mois, en espérant. Merci infiniment. Merci. Et bonne suite à votre semaine d'imagination. Merci François. Au revoir.